Bienvenue sur ce webinaire, c'est Déclic qui l'organise. Donc moi, je m'appelle Pauline, je suis responsable des formations et des actions de terrain chez Déclic. Déclic, c'est une entreprise de ludopédagogie qui vise à prévenir, accompagner et sensibiliser à l'aide d'outils ludopédagogiques. Donc aujourd'hui, on a un catalogue de 160 outils divers et variés sur différentes thématiques, tant que c'est des thématiques de société. Donc ce sont des outils qu'on commercialise, certains qu'on a créés, la plupart on est distributeurs, et puis on a la chance de travailler, par exemple, avec Alexia pour distribuer des super outils. Et puis après, c'est aussi des choses qu'on anime, qu'on forme et on anime avec ces outils. L'idée de ces webinaires, c'est vraiment de partir sur des thématiques et d'essayer de voir comment on peut animer avec les outils, ou avec Alexia, de s'attarder sur un outil en particulier, notamment pour les personnes en situation de handicap, parce que c'est vraiment un public pour lequel parfois on est assez démunis, on ne sait pas trop par où commencer, notamment en EVARS. Et donc, l'outil d'Alexia est une de nos références en la matière. Et donc là, comme il y a la réédition, c'était l'occasion. Puis en plus, on commence la semaine de la santé sexuelle sur ce mois de juin. Et donc, c'était l'occasion de se lancer, de mettre un focus sur S'expliquons-nous. Alors, l'idée, c'est, comme je le disais pour celles qui sont arrivées, parce que je crois qu'il n'y a que des femmes, celles qui sont arrivées un peu plus tard, l'idée, c'est que moi, je lise le chat pendant qu'Alexia répond un peu à des questions qu'on a un peu préparées en avance. Donc, si jamais vous avez des questions qui vous viennent à ce moment-là, n'hésitez pas à les écrire. Si jamais ça se met, prenez la parole, il n'y a pas de problème, évidemment. Mais si vous les écrivez, je les redirai à Alexia. Et voilà, Alexia, est-ce que tu es prête ? Oui. Est-ce que du coup, tu peux te présenter ton parcours et l'histoire de S'expliquons-nous un peu ? Ok. Du coup, moi, je suis Alexia. Je suis plutôt toulousaine aujourd'hui et j'ai à la base un gros historique d'éducatrice spécialisée, puisque mon métier de départ, c'était d'être éducatrice spécialisée. J'ai travaillé pendant à peu près une vingtaine d'années dans différents établissements du médico-social, toujours avec un public en situation de handicap. J'ai travaillé autant en foyer d'hébergement d'ESAT qu'en foyer de vie ou en masse psychiatrique aussi, et un peu en IME. Mais j'avais moins la patience, on va dire, de travailler avec des enfants. Donc, j'ai plutôt travaillé avec des adultes. Puis, il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance de pouvoir entrer en master éducation à la sexualité humaine. Et ce master m'a fait un petit peu faire un virage professionnel on va dire, à 90 degrés, puisque du coup, j'ai fait le constat pendant mon master du fait que souvent dans les établissements, c'était un sujet qui était peu traité ou traité selon la norme de chaque professionnel. Parce que comme les professionnels n'étaient pas outillés, ils faisaient dans ce qu'on appelle un peu en bon père de famille. Et là, j'ai commencé à percevoir l'intérêt de venir vraiment outiller les professionnels. Quand j'ai commencé aussi à vouloir animer du coup la VIAS dans mon établissement, je me permets du coup, tout à l'heure, Pauline vous a parlé des VARS. Moi, j'ai tendance à parler de VIAS et c'est très orienté, c'est parce que du coup, quand on travaille dans le médico-social, on va surtout parler de VIAS depuis février 2025, comme ça on correspond vraiment aux recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé. On va parler des VARS le plus souvent quand on parle côté éducation nationale, et les programmes scolaires, du coup, sont des programmes dits EVARS. Et hop, on fait le petit virage d'acronyme quand on travaille dans le médico-social. Et là, on parle de VIAS, vie intime, affective et sexuelle, pour correspondre cette fois aux recommandations de bonne pratique. C'était le petit clin d'œil pour comprendre pourquoi finalement on utilise des acronymes différents et qu'on veut parler exactement de la même chose, qui reste cette éducation en fait. Du coup, suite à mon master, j'ai commencé à vouloir mettre en place ces fameux ateliers d'éducation à la sexualité. Et j'ai fait des constats assez simples, c'est que du coup, chaque fois que je voulais animer un nouvel atelier sur une nouvelle thématique, il fallait que je passe des heures entières à aller chercher des outils qui allaient bien. Et puis très souvent, je n'avais pas d'autre choix que d'essayer de les adapter. Parce que la plupart du temps, les outils ne sont pas adaptés pour des personnes qui ont notamment une déficience intellectuelle. Donc, soit on a des outils qui sont
adaptés à l'âge adulte, mais complexes. Soit on a des outils qui sont simples, mais qui du coup sont très infantilisants. Et on est sans arrêt en train d'essayer d'adapter nos outils. Et le constat que je faisais aussi, c'est que je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer tout ça. Et que du coup, si je ne le faisais pas sur mon temps perso, une fois sur deux, je ne pouvais pas animer l'atelier. Et en échangeant avec les différents professionnels autour de moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment le constat qui était fait la plupart du temps. Et c'est ça, en fait, qui m'a donné envie de construire l'outil S'expliquons-nous pour que les professionnels puissent avoir un outil clé en main qui leur permette très rapidement de pouvoir animer du coup des séances d'éducation à la sexualité sans avoir à passer des heures à préparer des choses et pour pouvoir avoir en un seul outil tous les sujets qui vont être en lien avec la l'AVIES. Cet outil, en fait, je l'ai construit pendant mes 2 dernières années d'éducatrice dans un foyer et je l'ai fait, toutes les questions, en fait, elles viennent de situations vécues, de questions posées, du coup, pendant ces ateliers. Et je l'ai fait tester, j'ai profité du Covid, parce qu'on ne pouvait rien faire à part rester dans l'établissement. Du coup, on a passé plusieurs mois à jouer, à s'expliquons-nous, pour que les personnes puissent me dire, mais cette question, je ne la comprends pas, cette question, elle ne me parle pas. Et comme ça, j'étais sûre d'être le plus possible proche des questionnements et des besoins des personnes qui peuvent être accompagnées dans les établissements. Alexia, qu'est-ce que le handicap change dans la manière d'aborder la sexualité et l'intimité? Ah, alors, on peut se dire qu'il y a le niveau de compréhension qui pourrait avoir un impact. Mais en vrai de vrai, c'est pas tant le handicap qui change des choses, c'est surtout le collectif et la vie en établissement. Parce qu'on se rend compte que quand on fait de l'éducation, quel que soit le type de public, à force d'expliquer, à force de faire réfléchir les gens, les personnes arrivent à un moment donné à pouvoir se faire leur opinion et à pouvoir potentiellement se protéger, notamment dans leurs différents types de relations. Donc pour moi, ce qui différencie vraiment, c'est pas tant le handicap, c'est la vie en collectivité et la vie en établissement ou en institution qui peut parfois venir poser des barrières supplémentaires, en fait. Et après, ce qui est important, notamment, moi, je dis toujours ce jeu, on dit qu'il est pour les personnes en situation de handicap, mais en vrai, il est surtout pour les personnes qui peuvent avoir un TSA ou un TD, une déficience intellectuelle. Parce que l'idée, c'est que ces personnes-là, on a rarement travaillé avec elles la notion d'autodétermination. Du coup, on ne leur a pas permis d'avoir confiance en elles, de se connaître suffisamment pour pouvoir entrer dans la relation. Alors que les personnes qui vivent à leur domicile, qui vont avoir plutôt une déficience motrice, ça va être plus facile pour elles de s'autodéterminer et elles ont moins besoin, voire pas du tout, de cet outil ou de séances d'animation, en fait. Donc, je pense qu'il y a le besoin de s'adapter au niveau de compréhension des personnes, hein, mais aussi le fait de se dire que ces personnes sont des citoyennes comme les autres et qu'on doit quand même leur donner l'accès à la réflexion et à des informations sur ce sujet-là. Parce que souvent, dans les établissements, elles ne sont pas informées, tout simplement. Et d'ailleurs, la vie intime et c'est un droit. Enfin, l'accès à l'information et l'accès à une intimité, c'est d'ailleurs un droit que souvent on respecte pas ou en tout cas on est mal à l'aise, on ne sait pas trop comment le faire respecter, mais c'est un droit fondamental humain. Oui, c'est un droit fondamental, c'est un droit sexuel. Il fait partie quand même des 9 droits sexuels définis par l'OMS. Et c'est un droit, même s'il est pour tous les citoyens, qui a quand même dû être rappelé, notamment dans la loi de 2002, en fait. Parce que c'est souvent ce qui se passe avec les personnes en situation de handicap. Il faut que des lois soient réécrites pour venir rappeler qu'elles ont les mêmes droits que les autres. Mais est-ce qu'elles ont une sexualité différente, les personnes en situation de handicap? Je dirais pas différente, mais je dirais une sexualité moins socialisée et peut-être avec moins de filtres. Les filtres sociaux que les personnes dites valides peuvent peut-être venir s'appliquer. Je le verrais plutôt comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, une sexualité qui nous est propre. Et que l'idée, ce serait plutôt de se dire, allons réfléchir du côté de la norme concernant la sexualité, et si on nous dit, sortie de la norme, en fait, on ne va pas se leurrer, hein. On est encore dans une société dans laquelle la norme, elle est très hétéronormée. Et si, par exemple, on se pose la question de ça signifie quoi pour nous faire l'amour,
bah, on va être encore dans l'idée que faire l'amour, avoir une relation sexuelle, bah, c'est ces fameux préliminaires. Qui dit préliminaire dit forcément prélude à quelque chose d'autre. Forcément, ça ne s'arrête pas là. Une pénétration, donc forcément, on est dans une relation ben, hétérosexuelle, hétéronormée, et du coup, ben, ça s'arrête. On a atteint notre but quand du coup, ben, il y a le fameux orgasme et l'éjaculation de monsieur. Ben, l'idée, c'est de se dire que si on arrive à déconstruire ça pour l'ensemble des êtres humains, ben alors, en fait, les personnes qu'on peut côtoyer dans les établissements n'ont pas une sexualité différente, mais ont leur sexualité propre à elles-mêmes en tant qu'être humain. Parce que En souvent, tout les cas, personnes qu'on rencontre dans les établissements, elles peuvent nous dire, oui, qu'elles ont fait l'amour et au final, elles se sont embrassées ou elles se sont collées l'une à l'autre en étant habillées. Notre regard de professionnel pourrait avoir tendance à dire, ben non, vous n'avez pas vraiment fait l'amour, en fait. Mais si c'est leur conception à elles, bah, c'est ça faire l'amour. Il y a rien qui est écrit, hein, ce que c'est vraiment. Donc, ce serait venir le reconsidérer peut-être comme ça, justement. c'est ça. J'allais dire, c'est vraiment quelque chose qui est une réflexion qu'il faut mener en équipe quand on travaille, par exemple, des établissements qui accueillent, parce que effectivement, si chacun reste avec ses idées préconçues et qu'on est mal à l'aise d'en parler, de le mettre sur la table, du coup, on ne fait rien, et ne rien faire, c'est ni donner effectivement de l'autodétermination aux personnes, ni même de la protection, parce que là, tu citais faire l'amour en s'embrassant, mais on peut aussi avoir des personnes qui prennent des risques parce qu'elles ne sont pas informées, et là, on est aussi un peu responsable. Et pour les participants, Alexia, moi je l'ai rencontrée quand je gérais une structure de prévention en Nouvelle-Calédonie, et où justement je m'étais vraiment retrouvée confrontée à, on m'a appelée dans une structure d'accueil de jour de personnes en situation de handicap, souvent avec une déficience cognitive, et j'étais extrêmement démunie et en termes de posture et en termes d'outils. Donc, c'est vrai que là, S'expliquons-nous, que je n'avais pas à l'époque, peut nous aider. Ce que je te propose, Alexia, c'est que, alors, j'ai les deux. Voilà. Déjà, on voit la réédition, elle est plus grande. Est-ce que tu veux nous balayer les thématiques qui sont dans S'expliquons-nous? Je garde la version, la nouvelle version, du coup, mais est-ce qu'on peut peut-être balayer les thématiques pour commencer? Oui. En fait, déjà, juste pour quand même faire un tout petit lien avec ce qu'on vient de se dire, où tu disais, mais parfois en tant que professionnel, on ne sait pas forcément comment on fait cheminer les personnes, on ne sait pas forcément quelle posture adapter. La force de S'expliquons-nous, c'est qu'en fait, on va avoir des cartes, mais on va aussi avoir un livret qu'on peut limite qualifier de livre, parce qu'on est arrivé à 150 pages aujourd'hui. Et vraiment, l'idée, c'est de se dire que, toujours dans l'idée il faut que les professionnels puissent vite se mettre en route pour animer des ateliers. Dans ce livret, en fait, pour l'ensemble des questions, il y a des éléments de réponse. Et dans les éléments de réponse, il n'y a pas seulement c'est quoi la bonne réponse à la question qui est posée, c'est aussi ça peut être quoi ma posture en tant que professionnel pour être sûr de faire cheminer les personnes autour de la question qui peut être posée. Donc, en fait, on a ce truc-là qui est quand même un joli soutien au moment où on va animer les différentes séances ou en individuel, parce que cet outil peut servir autant aux animations de groupe qu'à l'animation en individuel. En fait, du coup, S'expliquons-nous, je n'ai pas fait selon que mes envies, de tout ce que j'avais envie d'évoquer dans cet outil. Je me base vraiment sur les 8 grands items de l'éducation complète à la sexualité. C'est ce qui a été défini par l'UNESCO. C'est quelque chose qui est vraiment défini au niveau mondial, finalement. Et donc, du coup, l'ossature des cartes et du livret suit vraiment les 8 grandes familles qu'on va retrouver dans l'éducation complète à la sexualité. Parmi ces 8 grandes familles, en fait, la toute première famille qu'on va trouver, et je la trouve très intéressante parce qu'on voit bien là à quel point on est loin du S qui fait peur à tout le monde de la sexualité. La première grande famille, en fait, c'est les relations interpersonnelles. Et donc, du coup, dans ce premier chapitre, on va vraiment aller parler de la famille, on va aller parler des relations amicales, des relations amoureuses, de comment on se situe, du coup, dans nos relations. Et plus tard, effectivement, on va aussi pouvoir parler de la relation à long terme. On peut trouver des questions, par exemple, dans cette première
dans ce premier chapitre sur je deviens adulte et je trouve que mes parents me considèrent encore comme un enfant. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'ils me regardent différemment? On va avoir aussi des questions du style ma petite sœur n'arrête pas de pleurer, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour l'aider? Et on va aussi avoir ma copine, je lui raconte une relation que j'ai eue avec mon amoureux et ma copine me dit, tu fais vraiment n'importe quoi. Comment est-ce que je peux réagir par rapport à ça? Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la base de l'éducation complète, c'est comment d'abord on est en relation avec les autres. C'est le tout premier chapitre. Et du coup, je rebondis un peu avec les autres outils Déclic qu'on a parce que ça me fait penser. Alors, il y en a que j'ai appris avec moi et il y en a que je vais avoir oublié, évidemment. On a famille pour travailler la notion de famille et la notion de pluralité. Qu'est-ce qui fait famille? C'est un photolangage, en gros, avec un petit guide pédagogique aussi. Alors, voilà, il est très joli et effectivement, ça vient visuellement questionner qu'est-ce que la famille pour nous et on peut venir vraiment chercher la créativité aussi dans ce qu'on leur suscite. Et on a le même photolangage, mais sur l'amour. On voit d'ailleurs qu'il y a le point médian et les S pour venir, pareil, poser des questions assez simples. On peut vraiment l'utiliser très concrètement avec une question abstraite en fait. C'est quoi l'amour pour toi? Ou est-ce que c'est de l'amour, pas de l'amour? Pareil avec la famille. Et puis en accompagnement individuel, ça me fait penser à ce que tu dis avec les exemples de situations que tu as donnés. On a toute la collection canadienne Émotions où en fait on peut venir. Là, l'idée c'est de mettre en mots. Donc forcément, ça ne s'adapte pas à tous les publics, mais ça vient demander qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te génère comme sensation, qu'est-ce que tu en fais après dans ta relation aux autres. Donc c'est toute une collection, il y en a 14 de la collection Émotions, mais on est vraiment à la différence de S'expliquons-nous, même si S'expliquons-nous peut s'utiliser en individuel aussi. Émotions, pour le coup, il est assez centré individuel, puisqu'il va vraiment permettre aux participants de venir choisir la petite patate, parce que c'est une petite patate, qui leur parle et du coup de tracer aussi un peu à ce que je ressens, qu'est-ce que ça génère, en faire une espèce de ligne un peu de moi. Et puis après, on peut aller vers ma relation aux autres. Donc si je mets en parallèle un peu les outils dont tu parles, mais c'est clair que ce première étape de la vie affective au sens large, elle est assez essentielle. Moi, je suis une grande fan des outils Déclic. Donc, évidemment, tous les outils que vous présente Pauline, je les ai, je les utilise. Et vraiment, le photolangage famille, par exemple, on est vraiment sur quelque chose d'essentiel avec les personnes qui sont en situation de handicap parce qu'il est essentiel de pouvoir aller travailler sur la loyauté familiale qui est beaucoup plus présente chez ces personnes-là parce qu'en fait, on est dans des situations où si je me dispute ou si je suis en désaccord avec mes parents, ça peut venir influer sur mon quotidien en fait. Et du coup, le jeu famille, moi, je le pousse aussi à utiliser sur qu'est-ce que dans ces images-là, tu rêverais d'avoir dans ta famille? Qu'est-ce que tu ne veux surtout pas vivre dans ta famille? Et ça permet derrière de pouvoir dire, tiens, ça, tu veux surtout pas le vivre. Est-ce que tu le vis et comment on peut aller travailler autour de ça? Parce que la base, c'est de pouvoir aussi se dire que dans une famille, c'est OK de ne pas être en accord. C'est OK de se disputer. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Et ça ne veut pas dire qu'on va se séparer. Et ça, c'est des nuances qui sont extrêmement importantes à pouvoir venir rappeler aux personnes qui ont un TDI ou un TSA, en fait. Donc, ce jeu-là, j'utilise plus famille que amour, moi, du coup, avec les personnes que je peux accompagner et qui vivent en établissement, du coup. Et j'utilise plus le jeu des relations. Celui des relations saines toxiques? Ouais, je vais utiliser beaucoup le jeu des relations amicales parce que justement, alors je ne l'utilise pas sur les amis, moi. Je l'utilise sur est-ce que c'est OK pour toi de vivre ça avec les personnes avec lesquelles tu partages ton quotidien? Et petite astuce avec les personnes qu'on accompagne, j'adore ce jeu vraiment, mais sauf que les drapeaux, j'accepte moyennement, ça me pose question, j'accepte pas. Vous allez. C'est déjà une étape supérieure pour les personnes qu'on accompagne parce qu'elles ont déjà incorporé l'idée que c'est normal d'accepter des choses qu'on n'aime pas.
Donc, moi, ces drapeaux-là, je ne les utilise pas tout de suite. D'abord, j'utilise j'aime, j'aime pas. Ok. Et une fois qu'on a utilisé j'aime, j'aime pas, ben, je remets les drapeaux, j'accepte, ça me pose question et j'accepte pas, pour qu'on voit déjà la différence entre j'aime pas, mais j'accepte. Très intéressant cette notion. Et du coup, je fais un petit peu Victoria qui propose, qui montre un peu les différents, qui met en image ce que tu racontes. Donc, c'est des situations en fait qu'on peut classer. Effectivement, le jeu prévoit au départ les 3 drapeaux, j'accepte, j'accepte pas, et le orange, c'est j'en Ça me débat, pose question. ça me pose question. Et donc, il existe 2 versions. La version des amitiés, saines ou toxiques, la version des relations, saines ou toxiques, en sachant que relation est très axée relation de couple, relation conjugale, et qu'effectivement, parfois, on a besoin vraiment de sortir. Alors là, on parle des personnes en situation de handicap accueillies, mais même avec des adolescents de Oui. manière générale, pour y avoir joué pas mal en scolaire. En fait, les plus jeunes et même des adolescents de lycée, ils ont quand même du mal parfois à se projeter dans une relation de couple installée, en fait. Mm. Donc, les amitiés, pour ça, est vachement intéressant parce qu'il vient questionner l'entourage de manière générale. Et donc, on a des petites situations qu'il faut ensuite classer, donc soit en colonne, j'aime, j'aime pas, soit derrière les drapeaux. C'est aussi un jeu qu'on peut jouer en bougeant, si vous aimez bien utiliser le mouvement. On peut mettre des gros couleurs au sol pour faire un débat mouvant, en fait. Et après, les situations, vous pouvez les imprimer aussi vous-même, vous les créez. Mais voilà, quand on anime pas mal d'animations ou de groupes de parole assez régulièrement, ça aide d'avoir des supports où il y a déjà pas mal de choses qui sont écrites. Ça nous enlève un poids parce que c'est pas si facile de parfois se dire tiens, j'en croise, de toute façon, on en croise pas mal des situations, on se dit ça va être facile d'en écrire, puis en fait, quand on doit les écrire au bout de 2-3, on se dit bon, bah là, j'ai plus trop d'inspiration, donc l'avantage des boîtes, c'est vrai que c'est ça. Et effectivement, il est assez visuel aussi quand même, rouge, orange, vert. Et puis pour les plus jeunes, il match pas mal avec le vocabulaire des réseaux sociaux, le Mm. green flag, red flag. Donc voilà, pour celui-là, il est assez chouette aussi sur les Je relations. reviens du coup sur S'expliquons-nous et je vois le temps qui passe, donc je ne vais pas vous détailler chaque famille qui est du coup présentée. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir des questions à la fois autour des relations, comment on les vit. On va avoir des questions autour de la loi. Qu'est-ce qui est possible en termes de loi? Qu'est-ce qui n'est pas possible? On va avoir des questions autour de tout ce qui est genre, stéréotypes de genre, connaissances autour du genre, de l'orientation sexuelle, de l'orientation de genre. Enfin, vraiment, on peut avoir des questions du style, ben, on peut avoir autant c'est quoi être une personne transgenre comme question que est-ce que je peux traiter de quelqu'un de pédé dans la rue? Qui vont du coup aller à la fois sur la loi et à la fois du coup, Ouais. voilà, est-ce que je suis… On n'arrive pas à lire, Pauline. Ah, pardon, excuse-moi. C'est la question que tu viens de dire. Est-ce que je peux Ah traiter ben voilà, quelqu'un de pédé dans la rue? voilà, ça c'est Exactement. ce qu'on trouve dans la Et, réédition du coup. et du coup, au dos des cartes, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a écrit on va trouver la réponse. Quand il y a une question très pratico-pratique, voilà. Peut-être qu'avant d'aller davantage sur les thèmes, Pauline, je peux expliquer comment on y joue. J'allais à un moment faire le lien, mais si tu veux, on peut l'aborder maintenant. Tout à Ouais, fait. en fait, en gros, on a 4 séries de cartes dans S'expliquons-nous. On va trouver la réponse. Et clairement, on va trouver la réponse. On est sur des questions pour lesquelles il y a une bonne réponse. On va autant trouver des questions du style, ben, c'est quoi un vagin? C'est quoi les règles? Est-ce que les règles, c'est une maladie? Que justement, est-ce qu'un adulte peut faire l'amour avec un enfant de 5 ans? Ou Ici, justement, est-ce que je peux traiter quelqu'un de pédé dans la rue? Là, il y a forcément une réponse à apporter aux personnes. Parce qu'il y a une loi qui le dit, parce que bah, c'est quelque chose de physiologique. Donc forcément, ce n'est pas seulement qu'est-ce que chacun en pense. On a et la chaque fois deuxième… sur la carte, pardon Pardon. Alexia, je t'interromps, mais sur la carte, vous voyez en dessous, il y a la référence au livret. Il y a la petite page, par exemple, ici, c'est sous quelles conditions je peux toucher les seins d'une personne, et ça nous renvoie à une page. Donc, quand on doit faire la pédagogie derrière, vous avez le livret pédagogique qui, effectivement, est un vrai outil de travail, de référence pour quand on joue à S'expliquons-nous et qui permet de rapidement
trouver les réponses si on n'a pas eu le temps de se pencher et de maîtriser les 150 pages du livre avant de faire notre première animation. Ça me fait penser à une éduque qui, du coup, devait animer un atelier dans un salon et qui m'avait dit, waouh, la question qui était tombée, c'est quoi être transgenre? Ben, j'étais bien contente de trouver le livret pour avoir des premiers éléments de réponse à apporter aux personnes, du coup, et leur dire, ben, si on veut aller plus loin, on va aller creuser, mais au moins, je peux vous dire c'est quoi la définition déjà, en fait. La deuxième porte d'entrée, ben, du coup, c'est les cartes, c'est quoi ton avis? Et là, eh ben justement, il n'y a pas de bonne réponse parce que l'idée de ces cartes-là, c'est justement de réfléchir ensemble et de se rendre compte qu'on peut tous et toutes avoir des opinions très différentes. Et hop, je vérifie si c'est bien dans le « c'est quoi ton avis ?» Là, on va avoir effectivement, par exemple, parmi les questions, c'est quoi pour moi un corps idéal? Et pourquoi? Donc, ça va bien nous amener à parler de la diversité des corps ou est-ce que tout le monde a envie de faire l'amour? Là, on voit bien qu'à chaque fois, il n'y a pas du tout de bonne réponse. On va pouvoir aller un petit peu déconstruire aussi tous les stéréotypes de genre avec la question qu'est-ce que vous en pensez? Les garçons ont plus de besoins sexuels que les filles. Et là, ça nous amène à pouvoir échanger tranquillement avec les personnes, du coup. On va avoir la porte d'entrée. Que ferions-nous si? Et là, avec ces cartes-là, on va plutôt être dans le qu'est-ce que je pourrais bien faire si cette situation m'arrivait ou tout le travail autour des émotions et de l'estime de soi. Donc là, par exemple, comment faire quand je vois que les adultes ne me comprennent pas? On peut aussi avoir des questions du style quelqu'un me touche et je n'ai pas envie. Comment est-ce que je peux réagir? Ou on peut avoir des questions du style comment je peux montrer à quelqu'un que je l'aime? Donc là, c'est vraiment réussir, et là, on est très clairement dans l'autodétermination, à se projeter sur des situations et à imaginer qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ces situations-là. C'est là où, dans la réédition du coup de S'expliquons-nous, on a des questions où on voit en fait un gros thermomètre posé sur la question, parce que du coup, dans cette réédition, en fait, il y a 4 images qui symbolise en fait le thermomètre. On voit beaucoup de violentomètres aujourd'hui. C'est un petit peu dans cette idée-là. Et là, du coup, on va évoquer des situations et demander aux personnes de se positionner sous la couleur de est-ce que j'accepte complètement ou est-ce que j'accepte pas du tout. Et parmi les phrases, on va trouver envoyer une photo de moi nue à quelqu'un. Accepter de faire l'amour pour être invité à une soirée. On va trouver quelques situations comme ça. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on demande aux personnes de se positionner, il est plus facile de se rendre compte qu'on a tous parfois des opinions très différentes. Et l'idée, bien sûr, c'est pas de dire il y a un truc qu'on peut faire et un truc qu'on ne peut pas faire, mais vraiment d'en échanger et de dire aux personnes, vous vous baladez autant que vous voulez pendant les échanges dans une partie du thermomètre ou dans l'autre, en fait. Ça, c'est vraiment pour permettre aux personnes de pouvoir aller travailler autour de leurs valeurs, finalement, et de pourquoi je me positionne dans le vert, alors que mon copain ou ma copine d'à côté a préféré aller dans le rouge, en fait. C'est aussi ça l'intérêt des séances. De voir cette pédagogie qui se met en place quand ils discutent, quand le groupe discute entre eux en disant moi je l'aurais pas mis dans cette couleur-là, ou alors à l'inverse pour nous en tant que professionnels, je trouve ça hyper intéressant quand ils sont tous très d'accord de le mettre dans une couleur, alors que nous on l'aurait placé ailleurs, notamment sur tout ce qui est des situations de violence ou d'emprise, ou si je prends moi qui ai beaucoup plus travaillé avec des adolescents qu'autre chose, quand je vois la jalousie par exemple. Parce qu'ils voient des dark romances très axées sur la jalousie. C'est un signe que le couple va bien et que c'est romantique, en fait. Et du coup, je suis arrivée des fois, les voyant tous mettre dans le vert la jalousie, et moi, en me disant, c'est pas du tout OK. Et je trouve que dans notre manière d'animer les choses, on se dit, OK, en fait, on va pas y aller avec nos gros sabots. Et ça nous oblige à nous confronter à nos idées reçues en se disant, OK, moi, j'y serais allée en disant, alors ça, c'est une évidence, c'est pas OK. Et en fait, ça l'est pas. Et donc, ça nous renvoie
tout le temps rien n'est acquis et il faut parfois reprendre avant. Et donc, je trouve que c'est très intéressant les outils comme ça, de classement par couleur parce que soit il y a cette pédagogie qui se met en place, soit ça nous donne des indications pour nous et on se dit, OK, ça va prendre plus de temps. Ça va être une séance supplémentaire. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses qui viennent retravailler, quoi. En fait, en gros, avec S'expliquons-nous, moi, je dis toujours presque avec une carte question, on a déjà une séance souvent. Oui, nous, on dit, avec S'expliquons-nous, vous Vraiment. pouvez faire votre année entière de VIAS. Voilà, parce qu'en fait, on peut le décliner. Et d'ailleurs, jouer en une fois et espérer aborder tous les thèmes, c'est un peu utopique. Voilà, clairement. C'est pas possible. Ouais, clairement, c'est pas possible. Et du coup, on peut aussi décider de jouer avec toutes les cartes ou d'extraire les cartes qui nous intéressent parce qu'on veut faire une thématique en particulier, finalement. Et notre dernière porte d'entrée, du coup, c'est des cartes qui s'appellent « Jouons avec les images ». Et là, chaque question va forcément nous renvoyer sur une série d'images. Par exemple, on va pouvoir trouver dans les séries d'images les étapes de la grossesse. Du coup, avec une femme enceinte à différentes étapes. Et si tout va bien, normalement, je suis censée avoir 2 femmes différentes. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez inclusif. Et on pourrait se dire, c'est toujours la même chose, mais pourquoi donc ces cartes-là? Parce qu'en fait, avec le public avec lequel je travaille, et je pense qu'Anne-Emmanuelle sera bien d'accord avec moi, 9 fois sur 10, quand on demande par où sort le bébé, les personnes nous répondent par le trou des fesses. Et du coup, c'est très important de pouvoir réexpliquer comment ça se passe une grossesse, par où il sort le bébé. Et du coup, quand on dit par où sort le bébé, régulièrement, on a des hommes qui, du coup, nous posent la question, mais en vrai, c'est quoi un vagin? Et que si on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est des personnes qui ont déjà eu des relations sexuelles avec pénétration et qui n'avaient pas une seule seconde l'idée qu'un vagin pouvait exister sur le corps d'une femme, et je vais vous choquer un petit peu, mais qui du coup procédait à la sodomie, juste par méconnaissance en fait. Chaque carte, on se rend compte de l'impact qu'elle peut avoir, notamment sur les éléments de connaissance du coup. On va avoir aussi les différentes étapes de comment on peut poser un préservatif. Ces cartes-là, en fait, dans la réédition, on les a estampillées plus de 18 ans. Comme ça, comme il est beaucoup ouvert aux adolescents, la nouvelle édition, ça permet de se dire, il y a certaines séries de cartes, on ne va pas les montrer tout de suite. On va attendre de s'assurer que les jeunes soient prêts pour pouvoir les montrer. On va avoir aussi les différentes étapes de la relation sexuelle où on va trouver autant des bisous, des caresses avec les vêtements, on se déshabille progressivement et on arrive quand même jusqu'à... J'avance jusqu'à la masturbation. Et du coup, jusqu'à j'avance jusqu'à la pénétration. Donc, ces cartes-là, bien sûr qu'on va être vigilant au public qu'on a et où ils en sont avant de pouvoir les montrer. Ces cartes, évidemment, l'idée, c'est surtout pas de dire qu'il y a des étapes, mais de pouvoir échanger ensemble sur quelles sont, d'après eux, les étapes importantes, les choses qu'elles auraient envie de faire ou pas. Moi, je le travaille beaucoup, ça, en individuel, quand je dois travailler le consentement dans la relation sexuelle, en fait. Qu'est-ce qui est OK pour toi et qu'est-ce qui n'est pas OK pour toi dans cette relation, en fait. On va aussi avoir dans les images, notamment dans la réédition, là où on voit des couples. Et l'idée, c'est de se dire que ils sont sur le point d'avoir une relation. Et dans les questions qu'on peut trouver, c'est qu'est-ce que tu te dirais si ça t'arrivait, si tu étais dans cette situation? Qu'est-ce que tu n'oserais pas dire à l'autre? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Où est-ce que tu aurais envie que ça se passe? Et on a plusieurs questions juste autour de ces petites bulles et ces petites cartes situations. En fait, c'est CéduQ adapté en carte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil CéduQ, c'est l'outil de Déclic, parce que Déclic est né avec CéduQ. Donc, c'est un outil au consentement. Alors, il a pour le coup une mécanique un peu complexe à prendre en main, mais c'est l'idée de l'histoire dont vous êtes le héros. Et c'est exactement ce qu'Alexia vient de dire, c'est je dois draguer quelqu'un.
Et l'idée, c'est d'aller le pécho. C'est vraiment le pitch de Séducu, c'est d'aller on se drague et puis on essaie d'avoir une relation sexuelle. Donc toute la première partie, c'est vraiment qu'est-ce que je dis? Voilà, avec chaque fois des cartes qui nous arrêtent quand on tombe dans le harcèlement, quand on tombe dans l'agression sexuelle, en disant bah ça c'est interdit en fait, non tu ne peux pas envoyer une photo de ton sexe. Et puis dans la deuxième partie, on a une mécanique de c'est quoi un rapport sexuel. Donc il y a évidemment la prévention avec les préservatifs, la pilule, etc. qui sont aussi prévus. Mais on doit additionner des cartes corps et là, on voit très vite la représentation et la place de la pénétration dans un rapport sexuel. Et Séducu n'a pas d'idée il n'y a pas de sens. Comme toi, tu disais, les cartes, c'est pas un chemin, il n'y a pas une gradation. Mais on voit très vite que les gens se disent, bah, on va à la pénétration, puis après, on est perdu. Alors que dans Séducu, si on fait la pénétration tout de suite, bah, le reste du jeu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, c'est vrai que c'est juste que la mécanique est assez complexe à prendre en main dans Séducu. Et donc, elle ne s'adresse pas à tous les publics pour le coup, alors que là, on est vraiment dans les mêmes enjeux, les mêmes questionnements, mais avec une manière d'y arriver, mais avec des images tout aussi explicites, pour le coup. Ah oui, clairement, oui. Ouais. On va trouver aussi des images, par exemple, autour de la notion du consentement. On a souvent tendance à travailler le consentement sur l'aspect de comment je respecte le consentement de l'autre. Mais on se rend compte aussi que c'est essentiel, d'abord, de savoir exprimer son consentement ou son non-consentement. Et pour pouvoir exprimer ça, il faut déjà pouvoir dire comment je me sens dans certaines situations, parce qu'avant de pouvoir en faire quelque chose, il faut déjà comprendre ce qui se passe en nous. Et là, c'était vraiment l'objet de ces cartes. On est vraiment sur des personnes qui vont exprimer certaines choses. Et dans les cartes questions, il y a des situations. Et l'idée, c'est de demander aux personnes, pour chaque situation, quel personnage ils choisiraient, de qui ils pensent se rapprocher le plus. Et dans les situations, on peut avoir quelqu'un me met la main sur la cuisse dans le bus, ou on peut avoir mon éducateur me demande de me déshabiller devant lui. Et l'idée, c'est pas de se dire comment je réagis, mais bien comment je me sentirais si ça m'arrivait. Et c'est ce qui sera le point de départ pour aller travailler autour de si du coup, mon point de départ, c'est d'être comme ça, de dire mais je sais pas trop, comment je peux faire pour aller au-delà et pouvoir dire non, je veux vraiment pas. Ou qu'est-ce que je peux en faire après si j'ai pas réussi à faire autre chose que d'exprimer je sais pas trop. Donc c'est vraiment le fait de travailler de manière complètement opposée, ce qu'on a tendance à essayer de travailler autour du consentement. Pas la compréhension du consentement de l'autre, mais l'expression de son propre consentement dans des situations. On va avoir aussi des cartes autour de la puberté. Qu'est-ce qui m'arrive du coup quand je traverse la puberté? Et ça, c'est vraiment à destination des ados. L'idée, c'est vraiment d'avoir des images qui soient très explicites. On arrête d'avoir du bleu dans les protections menstruelles, surtout avec des personnes qui n'ont pas accès à la symbolique. Si on leur montre des images sur lesquelles il y a du bleu qui est dans la culotte, ils n'arrivent pas à imaginer une seule seconde qu'on est en train de parler de sang et pas d'un liquide bleu qui pourrait couler quand on a nos règles, en fait. Donc, c'est pour ça que les images sont aussi toujours très explicites, parce que c'est ce qui fait qu'elles vont devenir accessibles au public avec déficience intellectuelle ou TSA, du coup. J'ai à peu près fait le tour des images. Là, du coup, en termes de posture, Alexia, ça va parfois un peu en contradiction avec ce qu'on a envie de faire quand on n'est pas très à l'aise avec la thématique, ou on a tendance à essayer d'imager, de ne pas être explicite. Et en termes de posture, alors déjà, dans la VIAS et les VARS, de manière générale, ce n'est pas spécialement conseillé. Mais du coup, avec les personnes en situation de handicap, tu parlais de cognitif ou de TSA, encore moins, du coup. On ne peut pas, en fait, jouer avec l'image, avec tout ce qui est abstrait. Ça ne fonctionne pas. On voit bien l'exemple. Je vous donne une anecdote de ce que j'ai pu vivre dans un établissement qui montre bien à quel point on ne peut pas considérer que l'autre sait. Je devais accompagner un couple qui souhaitait avoir une relation sexuelle avec pénétration. C'est des personnes que j'accompagnais déjà en atelier depuis plusieurs mois
avec qui on avait déjà abordé la notion des IST, de la protection. Je leur explique comment on met un préservatif, je leur montre comment on met un préservatif, ils s'entraînent, pas sur une banane, d'accord, mais bien sur un pénis en silicone, parce que si on montre sur une banane, après, ils remettent sur la banane. Ils ne peuvent pas imaginer que ce n'est pas sur la banane qu'on doit le faire, mais bien sur son propre sexe. Et puis, une fois qu'on avait tout bien travaillé, je leur dis, écoutez, maintenant, je vous laisse faire ce que vous avez à faire. Vous revenez me voir si vous avez les moindres questions, mais c'est maintenant que mon accompagnement s'arrête. Quelques jours plus tard, le monsieur vient me voir, tout content. Il me dit, ça y est, Alex, on l'a fait. Oh, génial, je suis ravie pour vous. Sexualité positive. Il me dit en plus, oh là là, mon sexe était tout dur, mon kiki, il a dit, c'est rentré comme dans du beurre. Ah je dis, vraiment, c'est chouette. Je lui dis, et du coup, pour le préservatif, il me dit, en fait, on en a rediscuté. Là, je sens le hops arriver. Il me dit, finalement, on s'est dit qu'on allait d'abord essayer sans, et quand ça marchera bien, on le mettra. Je lui dis, mais tu te rappelles, on avait parlé des IST, tout ça. Et là, le monsieur se fâche un peu et me dit, mais je t'ai dit qu'on en avait reparlé. On n'était pas malade, on n'avait pas de fièvre, on n'avait pas mal au ventre et on ne toussait pas. Comment on explique la notion d'IST, une infection qu'on a, mais en fait, on ne le ressent pas forcément dans notre corps. Ça peut se transmettre, mais seulement de certaines façons. Si on ne va pas au bout du vocabulaire et de comment ça se passe et comment ça s'explique, on perd la moitié des personnes. C'est la même chose quand on veut s'assurer qu'une personne avec déficience intellectuelle, par exemple, arrive à l'éjaculation et qu'on lui demande s'il arrive au bout. En fait, la question qui peut se poser, c'est juste au bout de quoi? Au bout de la conversation, au bout de mon pénis, au bout de la journée. Si on n'utilise pas les termes, on a 9 chances sur 10 de ne pas être compris. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est quand même la même chose pour l'ensemble des publics, finalement. Le fait de s'obliger à poser les mots. Oui, c'est ça. Et de toute façon, quand on part avec nos présupposés, d'un sens comme de l'autre, moi, je raconte souvent une anecdote pareille, un peu comme toi, mais c'était en SECPA. Des 4e SECPA, prévention assez classique, on n'a que 2 heures. Et je me dis, les 4e SECPA, ils sont peut-être un peu chouchous. Enfin, vraiment, c'est toutes mes idées reçues à moi sur les SECPA. Je me dis, pourtant, quartier, donc c'est en Nouvelle-Calédonie, quartier un peu populaire. Et il faut savoir que le milieu kanak en Calédonie, c'est très pudique. On ne parle pas de la sexualité, mais du coup, on a un regard très négatif sur la sexualité. Donc, énormément de prise de risque, tout ça accentué par le côté je le cache et tout. Mais donc là, j'y vais vraiment avec mon idée. Elles sont en 4e, je n'avais que les filles, je pense. Elles sont petites, on n'y est pas. Alors que quand je vais dans une classe pas SECPA, j'y vais un peu plus cash. Pas tout de suite, mais j'y vais un peu plus cash. Et là, donc tout vraiment pendant la première demi-heure, je pense que j'essaye de parler des petits amoureux, des petits crushs qu'on peut avoir. Et à un moment, il y en a une, et vraiment, heureusement qu'elle l'a fait, elle avait 13 ans. Et elle me dit, non mais madame, moi, j'ai des rapports sexuels avec plusieurs garçons, plusieurs fois par semaine, et des garçons différents et plus âgés. Ok, bon, alors, on rétropédale, et là, je suis vraiment passée à une en plus, comme c'était un petit groupe, je pouvais faire du très individualisé à OK, en fait, il y a une prise de risque. Comment on solutionne, comment on te protège parce que ton corps, ta santé, tu n'en as qu'une. Et heureusement que cette jeune fille, elle a eu le courage, en fait, vraiment d'un peu d'aller à contre-courant de ce que je lui disais et de me dire qu'effectivement, j'étais pas du tout partie sur la bonne prévention. Et donc, je pense que ça peut arriver même quand on fait ça au quotidien. Mais il y a effectivement, on passe souvent, et je me suis vraiment dit après cette histoire, il y a plein de fois où des jeunes n'ont pas dû me dire, n'ont pas dû oser me dire, et où je suis passée un peu à côté pour eux, en fait. Donc, effectivement, mais c'est parce qu'à un moment, j'étais cash qu'elle l'a été. C'est pour ça que la ludopédagogie est super importante, parce qu'elle va surtout servir à partir des personnes. Et uniquement des connaissances des personnes. Et c'est nous, notre job, c'est juste de rajouter des petites touches, mais en partant d'où elles sont, du coup. Je me pose une question, Alexia, quand on parle comme ça, quand tu es dans justement des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, comment est-ce que tu as déjà eu des retours sur comment c'est accueilli par les familles?
ce genre d'atelier est-ce que parfois c'est des ateliers que tu peux faire, alors peut-être pas avec les familles, ou en tout cas sous celui sur les relations peut-être, comment on travaille ça avec les familles, le fait que en fait l'intimité des personnes, elle a une vraie place dans la structure et on la travaille, et comment c'est accueilli par les familles, ou quels sont ton retour là-dessus? En fait, pour le coup, ça va vraiment dépendre des familles. Euh, Quand même, alors, il y a un avant et un après, en fait. Je crois qu'il y a eu un petit hashtag MeToo du handicap quand même, et il y a une perception avant des familles de c'est mon enfant et quoi qu'il arrive, il sera toujours un enfant et j'ai du mal à percevoir qu'il puisse avoir de la sexualité. Aujourd'hui, on est quand même, j'ai l'impression, plus avec des familles qui se questionnent sur la sexualité de leur enfant, qui ont besoin d'être informées sur comment ça peut se passer, en fait. Mais c'est difficile de catégoriser et de dire les familles réagissent comme ça ou comme ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est en fait, il faut d'abord que l'établissement dise dès le départ, chez nous, la VIAS, ça sera un sujet. Ça sera un sujet qui sera abordé avec les personnes et ça sera un sujet à part entière en termes de droits des personnes. Et plus les familles savent que c'est sécurisé par une institution, par un établissement, et plus il va être facile pour elles de se dire oui, donc en fait, il se passe ça avec mon enfant. Il y a un autre sujet aussi, on parle bien d'éducation à la sexualité et d'animation d'ateliers. Moi, je dis toujours aux équipes, soyez très vigilantes. Vous n'animez pas des groupes de parole, mais bien des ateliers. Les seules personnes qui peuvent animer des groupes de parole, c'est des psychologues, en fait. C'est un métier d'animer des groupes de parole. Et quand on revient à l'idée de c'est un atelier, qu'on réexplique la différence, un atelier, on y vient pour apprendre ensemble. On n'y vient pas pour parler de soi. Ça peut aussi rassurer les familles sur le fait qu'on ne va pas aller dans l'intimité de leur enfant, mais bien être dans l'apprentissage. Après, en fonction des familles, il y a des familles qui sont bien contentes qu'on aborde ces sujets-là, en fait, parce qu'il y a des familles qui se retrouvent confrontées à devoir accompagner la masturbation de leur enfant qui est par exemple accompagné dans un lycée et qui du coup va se masturber au milieu de la cour de récré. Anne-Emmanuelle, elle en sait quelque chose parce que je sais certaines personnes qu'elle accompagne et c'est typiquement les questionnements qu'il peut y avoir. Et bien ces familles-là, elles ont vraiment besoin d'être accompagnées, d'être outillées et de ne pas se sentir seules par rapport à cet accompagnement en fait. Aujourd'hui, ce qui vient plus interpeller les familles et ce qui vient faire qu'on vient encore empêcher la sexualité des enfants accompagnés, c'est la peur de la parentalité. Là, on est aujourd'hui beaucoup plus sur le tabou mais en fait, s'ils ont une sexualité, alors ça veut dire qu'ils peuvent devenir parents. Et j'ai en tête la phrase d'un papa qui m'a dit très clairement, vous êtes bien mignonne avec vos bonnes idées, mais moi, en fait, je viens déjà d'en prendre pour 30 ans. Je ne suis pas prêt à signer 30 ans de plus en devenant un papa grand-papa. Et du coup, ça fait partie vraiment des gros freins pour les familles parce que je crois foncièrement à l'accompagnement de la parentalité des personnes en situation de handicap, mais pas comme ça, et pas tant qu'on ne donnera pas des moyens suffisants pour permettre aux parents, grands-parents de pouvoir être accompagnés sur ce sujet-là, en fait. Donc aujourd'hui, ce qui vient bloquer l'accès à la sexualité, c'est le plus souvent la peur de l'accès derrière à la parentalité. Et après, comme dans toutes les familles, hein, en fonction de la culture, en fonction de la religion, en fonction des peurs, en fonction des freins, il y a des familles qui vont vous dire je n'accepte pas que ce sujet soit travaillé, mais comme pareil, il n'y a pas besoin d'avoir des enfants en situation de handicap. Ça fait partie des freins sociétaux aujourd'hui, finalement, des craintes qui sont les mêmes que celles liées à l'EVARS à l'école. Hein. Oui, totalement. Il y a vraiment des ponts sur les freins sociétaux. Exactement. Alors, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, des anecdotes à nous partager, n'hésitez pas. Je vous propose soit de le mettre dans le chat, soit de faire les petits lever la main si vous avez envie de réagir. Et pendant ce temps-là, sinon, moi, j'ai une question encore pour Alexia. Tu parlais de la réédition. Tu disais le but de la réédition, c'était de sortir, de mettre plus de situations hors du handicap.
J'essaie Ouais. de résumer, mais… Oui. En gros, quand j'ai fait la première édition, moi, elle était vraiment très orientée pour permettre aux personnes avec déficience intellectuelle de défendre leurs droits. Et finalement, tous les gens qui lisaient les questions me disaient, mais tu sais, en fait, ces questions, elles sont le sujet de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour se poser ces questions-là ou pour ne pas avoir la réponse à ça. Et j'avais beaucoup de gens qui travaillaient avec des ados, qui travaillaient en protection de l'enfance, qui travaillaient, je le vois là, du coup, dans des centres de planification ou des choses comme ça. Et il manquait un peu toutes les questions à destination des ados particulièrement, et des questions qui pouvaient être en dehors aussi de ce qui pouvait être établissement ou accompagnement d'éduc. Donc, du coup, cette réédition, elle s'ouvre davantage à tous les sujets autour de l'adolescence, autour de la puberté, et elle n'est plus peu orientée à destination des publics en situation de handicap. Par exemple, il y a dans les questions où je peux aller si j'ai besoin d'aide, si j'ai besoin d'être accompagnée sur des sujets qui me questionnent. On va autant trouver Cap Parents ou Intime Agir, qui sont vraiment pour des publics en situation de handicap, que du coup le planning familial ou la maison des ados. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir l'ouvrir de manière plus générale à tout type de public, finalement, ados ou adultes, mais plus orientés ados, que uniquement au public accompagné en établissement du médico-social. Ok, bon, si vous n'avez pas de questions qui émergent ou d'anecdotes à nous raconter ou qui questionneraient Alexia sur son outil, juste je vais conclure sur un peu sur S'expliquons-nous, qui est effectivement un de nos outils les plus complets en VIAS parce qu'il mélange, parce qu'il y a toutes les thématiques et puis il mélange aussi les diverses possibilités de mécanique d'apprentissage par le questionnement, par le photolangage, par la possibilité de faire des fresques, par exemple de la grossesse, mais aussi d'aller questionner leur avis, vraiment qu'ils se réapproprient l'autodétermination, je vais y arriver. Mais effectivement, sur notre site, vous avez plein d'outils que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez trier en fait en fonction de votre contexte professionnel, etc. Et je vous encourage à visiter du coup le site de Déclic. Je vous encourage évidemment à visiter aussi le site d'Alexia pour aller plus loin sur S'expliquons-nous s'il y a besoin, pour aller plus loin sur son travail de manière générale. Et je vois qu'on a un commentaire C'est pour toi, à Paulina. Madagascar. Du coup, c'est sur notre site que je peux vous mettre là. Donc, je pense que je répondais un peu à la question. Vous pouvez vraiment aller sur le contexte de travail. Donc, tous les outils s'adaptent. Ça, c'est vraiment une règle d'or qu'on a chez Déclic. C'est effectivement, adaptez-le à votre contexte de travail. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, était complètement différent du contexte métropolitain. Donc, c'est toutes des choses. Après, les outils, parfois, sont à réadapter en termes de langage, en termes de contexte. En Nouvelle-Calédonie, on ne va pas parler du parc où je prends CDQ qui se passe, il se drague au jardin public. Ça ne parle pas. Voilà, c'était très hébroïcien créé à Évreux pour CDQ. Mais comme vous le feriez pour Toulouse, on va donner un endroit à Toulouse, voilà, pour Madagascar ou pour la Nouvelle-Calédonie, on changeait un peu ça. Et effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On fait aussi des devis où on peut travailler les frais de déplacement. Mais en tout cas, nous, on se déplace partout en francophonie quand on vient animer ou former. Et nos outils sont, on l'espère, le plus adaptables possible. En tout cas, on essaye aussi de donner des conseils pour les adapter. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Du coup, vous avez mon adresse mail grâce au lien du webinaire. Vous avez aussi les contacts d'Alexia. Et il me reste à vous remercier. Voilà, mention spéciale pour les cartes. Que ferions-nous si? Je suis persuadée de leur pertinence car anticiper, se projeter est souvent difficile pour les jeunes en situation de handicap que j'accompagne. C'est top. Voilà. Merci Emmanuel. Et je pense que d'ailleurs, pas que les personnes en situation de handicap, je pense que vraiment globalement, il y a beaucoup de choses que tu dis, Alexia, où je me dis, oui, les jeunes, ils ont aussi besoin de concret, ok, qu'est-ce que je fais? Moi, c'était les jeunes, mais voilà, c'est très, très utile. Je vous remercie de votre participation à tous et toutes d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y avait un monsieur. Et vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre site ainsi que les suivants. Et moi, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt.
ailleurs chez Déclic. Merci à vous toutes. Merci Alexia.